Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je peux avoir un jus de pruneau, s'il vous plaît? Merci. Mais votre tête me dit quelque chose. C'est pas vous qui interviewez les politiques? Si. Votre nom, c'est... Éloi. Eldin, Cyril Eldin. Mais oui, mais je vois très bien. C'est vous qui avez fait chanter Macron. Toute la vie sera pareille à ce matin. Ah, ça fait un petit moment, là, quand même. Mais ça va, hein. Vous faites quoi, maintenant? Ah bah ça continue, une nouvelle émission. Ça s'appelle Les Reporters du Dimanche. Ah, c'est sympa comme titre. Merci. Et ça passe quand? Eh ben, en ce moment, là, c'est... tous les dimanches à 14h, en clair, blablabla. Et toujours le même principe, vous interviewez des politiques. Bah, plus que jamais, hein, surtout que je les ai vus grandir, je me suis attaché. Et puis en plus, cette année, c'est particulier, c'est mon 10e anniversaire. 10 ans que j'interviewe les politiques. Mais joyeux anniversaire. Merci. Dans votre émission, il n'y a que vous ou... Non, pas du tout. On est plusieurs. David Castello-Lopez, par exemple. Bonjour, David. Bonjour, Léna. Vous voulez David. boire quelque chose? Oui, vous avez de l'eau tiède? Tiens. Alors justement, on parlait de toi. Présente-toi. Donne-lui envie de regarder les reporters du dimanche. Direct. Ben ouais, en télé, on va à l'essentiel. Hein. Alors moi, je suis portugais. Et donc du coup, pendant longtemps, j'ai essayé de le cacher. Maintenant, j'assume. C'est bien. Puis sinon, je suis obsédé par le passé des choses. C'est vrai que tu donnes envie, là. Hein. Si vous voulez, David fait des reportages qui ne font pas encore le tour du monde, malheureusement, même si lui fait plusieurs fois le tour du monde pour les faire. Hein. Non, je fais une chronique qui s'appelle Depuis quand et où je m'intéresse à l'origine des choses de la vie. Depuis quand ça existe, par exemple, les gens qui disent bonjour hein, au lieu de bonjour. Mais peut-être que pour comprendre, on pourrait regarder le premier que tu as réalisé pour la saison. C'est Oui. quoi la question que tu t'es posée depuis quand? Alors, c'est depuis quand ça Ah bah existe? attends, je te coupe. Voilà notre troisième larron, Freddy Togo. Enchanté, Léna. Freddy. Également. L'équipe est au complet. Alors lui, il nous vient d'un autre pays européen secondaire. Secondaire? Comment secondaire? Bruxelles, c'est quand même une capitale d'Europe, hein? Ouais. Oui, c'est secondaire. Ouais, c'est quand même secondaire. Tu bois quelque chose? Oui, je veux bien un verre, mais vide, parce que j'ai pas soif. Ah, black belge. Mais je vous connais, vous aussi, non? Oui, parce que Freddy a fait une petite chanson qui est devenue un succès interplanétaire. Hein. oui. Si. Oh, si. On la regarde ou bien... On peut. Mais c'était parce qu'on devait regarder mon truc, non? Ouais, mais on regarde après, tu vois, on a le temps, on est posé, on est dimanche. Chacun son tour. Alors Freddy, qui ne fait pas que dire oui avec la tête, explique à Luna quel genre de reportage tu vas faire. Eh bien, moi, je voudrais œuvrer pour l'Europe. C'est-à-dire rapprocher la Belgique et la France. Les gens. J'adore les gens. Tu vois? Ah, enfin me voilà en mission. Moi, le reporter du dimanche, j'adore l'expression. Elle relève de celui qui est amateur, celui qui aime ce qu'il fait. Et moi, j'aime les gens. C'est pourquoi je vais vous emmener voir les gens là où il y a des gens vrais et typiques. Et si parfois quand ils parlent ça pique, c'est parce qu'ils sont sans filtre, authentiques. Allons dans les brocantes, là où on vend l'objet et on rencontre le sujet. C'est par là. Monsieur, bonjour. Bonjour, Vous monsieur. salue. Comment allez-vous? Est-ce que vous en voulez encore à nos amis français pour ce qu'ils nous ont fait au mois de juillet? Ah, à fond, là. Ah ouais, à fond. Hein. Rancunier? Ah, très rancunier. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait en gros? Pas bien, ils nous ont battus. C'était plus fort alors? Non, ils étaient plus malins. Et le Belge alors, c'est un abruti alors? Du coup, oui. Bonjour, je vois que vous êtes en diable rouge. Est-ce qu'on est encore un petit peu fâché sur les Français ou pas du tout? Encore un petit peu. On est rancunier quand même. Un petit peu. Chauvin? Un petit peu. Comme eux sont chauvins, donc. Et nous, on n'est pas On chauvin? va dire légèrement, mais on a le droit de l'être. Hein. On n'est pas chauvin, on est chaud bière, nous. Oui, aussi, oui. De temps en temps, une bonne petite fraîche. Hein. Et bravo à eux. Hein. Ah, bravo. Est-ce que vous êtes fâché encore sur les Français? Oh oui, je déteste les Français. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont une trop grande gueule. Moi, je travaille en France, maintenant, ils vont me virer à cause de vous, hein? Mais non, ils ne Non vont pas vous virer. Non? Vous les aimez quand même un petit peu? Ben écoutez, quand on va en vacances, où est-ce qu'on va? On va en France. Voilà. Voilà. Russie, France, Belgique, ça vous rappelle rien? Non, les mauvais souvenirs, on oublie. Voilà, le Belge préfère oublier. Je commençais à désespérer à trouver un cadeau. Quand soudain, Michel! Oh, oh, regarde-moi ça! dans une boîte en carton, la magie, l'évidence. Je pourrais enfin offrir mon cadeau en main propre. Belgique-France, alors. On en veut aux Français? Ouais, moi, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah bon? Soit disant mal joué. Moi, je dis que c'est les Français qui ont mal joué. Comment ça se fait qu'ils ont gagné s'ils ont mal joué? Bah, c'est parce que. Moi, je dis qu'ils ont mal joué parce qu'ils ont pas. C'est pas du jeu qu'ils ont fait. Ils ont eu de la chance alors? Ouais. Ils ont eu de la chance. C'est Ouais. pour ça que vous avez de la chance. Ouais. La relation Belgique-France résumée sur une table de brocante. Couple, réalité et problème. On devrait faire l'amour tous ensemble pour apaiser tout ça, n'est-ce pas? Nous terminerons cette séquence traditionnellement par une moralité de Jean de La Fontaine qui nous dit « La dispute est un grand secours, sans elle, on dormirait toujours ».
Ça me fatigue quand même un petit peu de me disputer. Alors, pour prouver mon immense amour pour vous, je m'en vais faire une petite sieste. Ah, je vous adore. C'est très bien, c'est instructif. Oui, il y avait bien le... Ouais, mais on ne sait pas si tu joues au con ou si... Ça vous ennuie, hein, ça de ne pas le savoir. Alors, vous ne le saurez jamais. C'est pour moi le cadeau? Ah non, le cadeau, c'est pour Cyril. Ah, merci. Cyril, c'est pour toi. Très touché. C'est pour la première. Mais pourquoi Claude Barzotti C'est-à-dire que quand on le regarde comme ça, on croit qu'il est ringard. Mais il peut ne pas l'être si on lui donne une seconde chance. Mais quel est le rapport avec... Ouais. Aucun. Non, c'est juste con. Par ailleurs, est-ce que cet été, vous avez vu quelque chose de plus con? Que quoi? Que tout. Je sais pas. Mais on pourrait peut-être le savoir en regardant le Vu pas vu de Christophe Tison. Aux États-Unis, 2 ex-meilleurs amis se font un procès. Tout commence ici, sur ce pont, au-dessus d'une rivière. Cette jeune fille a peur, c'est trop haut, plus de 20 mètres. Ses amis insistent, elle refuse et soudain... Ready? On la pousse. Elle fait un plat énorme. Résultat, 4 côtes cassées, des bleus géants. À cette hauteur, elle aurait pu mourir. C'est sa meilleure amie qui l'a poussée et qui vient ici, à la télé, pour se justifier, alors qu'elle a quand même fait la plus grosse bêtise de l'été. Bêtise, pour rester poli. Eh oui, l'église est inondée par la mousson, mais rien n'empêchera cette jeune Philippine de se marier en ce jour prévu de longue date. Un mariage 100% pied dans l'eau. En comparaison, celui-ci aux États-Unis est idyllique. De beaux costumes tout secs, des amis tout gentils, du ciel tout bleu. Tout est idéal, filmé, millimétré. On dirait une pub pour le mariage. Avec en prime la traditionnelle interview des mariés qui racontent leur rencontre en rigolant. Jusqu'à ce que... Eh oui, jusqu'à ce qu'une branche leur tombe dessus, heureusement sans dégâts. Un mariage qui s'annonce solide, donc. Et toi, du coup, t'es allé où pour ta rentrée politique? Je voulais démarrer en beauté en allant voir Emmanuel Macron, mais le problème, c'est que c'est un petit peu tendu pour lui en ce moment. Du coup, je le tiens un peu à distance. Je veux pas qu'on me voie trop avec lui. Et je suis allé au MEDEF. Bah évidemment, mais c'est une très bonne idée d'aller saluer les patrons à la rentrée. Eh oui, la stratégie. Oui, l'opportunisme, comme tu disais. Ambition. Bonjour, messieurs de la police. Bonjour. Belle bête, hein? Rendez compte, au MEDEF, ils ont dans le nez Macron. Canal+. Très bien, merci. Voilà, tu vois, au moins, on démarre dans les règles. À bientôt. Salut. Bonjour. Vous êtes déjà patron ou vous êtes en formation? Bientôt, patron. Ouais. Bonjour. T'as déjà la dégaine, la dégaine. On s'adapte. Monsieur le nouveau président du MEDEF, ça a fini par payer maintenant des journalistes, comment ça va? Mais moi, ça va pas mal, et vous? Je sens que vous êtes un peu remonté contre le gouvernement. Vous avez l'impression... On est remonté contre personne. Mais il y a quelques signaux récents, notamment lundi matin, où on nous a annoncé une mesure à 3 milliards d'euros qui forcément donne un signal un peu négatif. Alors c'est quoi qu'on a de trop sur cette terre qu'il faudrait moins financer dans ce pays? C'est une bonne question, parce qu'on n'est pas plus mal là, soigné. il y a le point d'interrogation. Oui, on n'est pas plus mal soigné en Allemagne. Non. Enfin, j'ai jamais été me faire soigner en Allemagne. Oui, mais en Allemagne, il y a quand même des salaires minima qu'on n'aimerait pas avoir en France. On peut être payé 450. Vous pauvrirez les gens. 4% de chômage. Ouais. Ah donc il faudrait payer les gens beaucoup moins. Je n'ai pas dit ça. Vous aviez vraiment envie que je le dise, mais je ne l'ai pas dit. C'est raté. Assieds-toi, elle est belle comme tout. Je dis, si je commence à lui parler de sa tenue, elle va dire que je fais encore des réflexions sexistes, et voilà. Ah, tu changes pas. Oui, mais non, mais... T'es comme les œufs dans un panier, t'es tout pourri à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu restes pareil. Dis-moi, Roselyne, qu'est-ce que tu penses quand même si t'es détaché de la politique, du départ de Nicolas Hulot quand même? Parce que toi, t'as été ministre de l'écologie. C'est le poste le plus précaire du gouvernement. Voilà. Moi, je suis resté 2 ans. Tu sais que je suis dans C'est le record. Je suis dans ceux et dans celles qui ont tenu le plus longtemps. Ben oui, les pauvres, tu comprends. Le problème de l'écologie, c'est que tu veux faire le bien des gens pour dans 200 ans. Ouais. Et puis que tu leur fais leur mal tout de suite. Alors évidemment, c'est très très dur. Non, mais il m'a fait pitié, le pauvre Nicolas Hulot. Parce que je pense qu'il est parti là-dedans, tout frais, tout guilleret, en se disant qu'il allait faire bouger la terre entière. Et puis, voilà, c'est triste. Je suis venu vous soutenir.
Si vous avez envie de pleurer, de vous plaindre, de faire la victime, je sais que vous n'êtes pas le genre parce que vous êtes en marche. Tiens, d'ailleurs, marchons. Ah non, c'est bon, moi je dois aller par là-bas. Ah bah alors marchons par là-bas. Ah non, vous ne marchez plus, vous stagnez. Non, mais Attention, ceci dit, on va vous choper tout de suite. vous tomber dans les Attention, erreurs. j'ai pas encore posé la question. Est-ce qu'on peut dire que les chiffres du chômage, qui étaient bons là jusqu'à il y a quelque temps, ont baissé grâce à François Hollande et que là, ils remontent à cause d'Emmanuel Macron? Non, c'est une analyse qui est quand même un peu lacunaire et qu'en tout cas, qui a, comment dire, un angle. Quand la croissance était bonne, on disait non là c'est grâce à nous, c'est pas grâce à Hollande. Vous serez bon dans combien de temps? Dans 5 ans, dans 10 ans? C'est à vous de le juger. C'est difficile de juger Non, soi-même. mais justement, puisque vous nous dites on sera bon plus tard. Non, c'est-à-dire on quand? travaille pour plus tard. On travaille pour plus tard. Ah donc vous êtes bon maintenant, mais ça se verra quand vous serez parti. Ça sera à vous de juger, de faire les commentaires pour savoir. Je jugerai, vous en faites pas. À bientôt. Ciao. Ciao. Tiens, viens, moi, les ministres, je leur demande de venir maintenant. Jean-Baptiste, t'as grandi toi aussi? T'es devenu ministre? Tu vois, moi je suis un reporter du dimanche, donc tu peux parler vrai là. Tu peux être un politique du dimanche. Ça commence à se voir quand même qu'Emmanuel Macron est un jouisseur et qu'il en a rien à foutre de nous parce que les problèmes de rentrée s'accumulent. D'un point de vue économique, le chômage repart à la hausse. Fake news. Moins 120 000 chômeurs là sur l'année. 120 000. Non, mais les 3 derniers mois, ça remonte. Il va pas m'avoir sous prétexte que je suis parti en vacances. On a du ministre pas au point au niveau des chiffres. Non, du tout, du tout. C'est très important. Il le reconnaît en plus, il est pas du tout au point. Camarades, faut revoir les fiches. Hein. Bon, ciao les mecs. Ah, cette assurance de ministre, tu sais que t'es presque crédible. Salut Jean-Baptiste. Salut. Pas du tout crédible, mais alors pas du tout. Hein. Allez les patrons, ça c'est pas s'amuser les patrons. On s'est amusé hier soir, là on se repose. D'accord. Vous êtes mon droupi à moi, mais là il y a les vacances de Monsieur Hulot. C'est une bande dessinée ce gouvernement. Excellent. Vous savez où il m'a le plus déçu Macron? Je suis fiable, hein, je suis un ami de longue date. Hein. Mais tu sais où il m'a déçu? C'est sur les chasseurs. Là quand même les animaux... Je sens que vous ne prononcez pas mais que vous êtes d'accord. Bon, Qui me dit mot consent? Je vous laisse interpréter mon silence. Oui, mais vous êtes d'accord, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai provoqué de l'hostilité dans le gouvernement au sein même de ses ministres. Il va travailler avec une équipe restreinte d'opportunistes sans conviction. Je vois l'avenir très 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 noir. Est-ce que vous avez conscience qu'après la démission de Nicolas Hulot, vous devenez le ministre le plus people, le plus... Je ne vais pas répondre à vos questions. Je vous vois un destin à la Cazeneuve, en plus sexy, si vous voulez. Oui. Non, alors vous voulez une... Alors bon, justement, je vous accapare pas trop, contrairement aux autres ministres. Bon, ma question la plus sérieuse, comment allez-vous donner à nos enfants l'envie d'être de futurs contribuables qui ne toucheront pas la retraite? Ça va comme question sérieuse? Ouais, parce que vous la souhaitiez. Hein. C'est ça. Non, mais je vais prendre les mots intéressants dans votre question. Le mot envie. Je pense que l'école doit faire envie. Choisis ces mots, oui. C'est le sens de cette rentrée, vous savez. Pour moins taxer les retraités, on pourrait taxer un peu plus les enfants. Avec une méthode, vu que vous n'avez pas peur de sanctionner, assez habile. 1 point en dessous de la moyenne, on taxe 1 euro par an d'élève. Vous voyez? Comme ça, on prend moins aux retraités. Et ben, 1 sur 20, 9 euros au gouvernement. Les vacances vous ont fait grand bien. Dis donc. Je savais pas qu'il avait un petit frère, Stromae. C'est très bon pour l'audience de cette première séquence de finir avec un ministre charismatique. Et qui arrive? Non mais je monte parce que c'est quand même Bruno Le Maire. Inaccessible, garde du corps, regardez. Il a son Benalla à lui et tout, c'est super. Et non, il veut pas que je passe. Attention, maintenant, il faut laisser passer tout le monde, hein, parce que votre métier, il est à risque, hein, je vous le dis. Hein. Tout d'un coup, vous m'enlevez une crotte de nez, quoi que ce soit, je vous fais passer pour Benalla, je vous le dis. Hein. Tu noteras que le MEDEF est plus bronzé que le gouvernement, tu vois. Là, on a une bonne mine, là, on est blanc. Il avait des tas de qualités, si vous voulez, Gattaz, mais physiquement, on n'avait pas envie de lui faire confiance. Il avait un côté un peu retors, l'œil en coin. Mais attends, regarde-toi, pardon, monsieur, poussez-vous. L'œil bleu, magnifique, oui, le sourire. Costaud, hein. On a envie de vous faire confiance. Vous avez raison. Vendez-moi quelque chose, vendez-moi quelque chose. Je vais essayer de vendre quelque chose au ministre pour le moment. Ah, tiens, faites-lui confiance, il est beau. Franchement, faut pas parler du physique, mais là, physique avantageux, quoi. Bel œil. Bonne mine, moi je dis ça joue. Si en plus il y a la compétence. Dommage que vous soyez pas une blonde, quoi. En fait, c'est ça. Hein. Ah bah voilà, on a un patron du MEDEF sexiste. Vous venez de griller toute votre année avec cette remarque. Merde. Moi je préfère les femmes. Je suis désolé. Hein. Il y a le patron du MEDEF qui vous cherche. Vous inquiétez pas. Je vous ai demandé de dire merci François Hollande pour les beaux chiffres de la croissance. Vous m'avez dit hors de question, c'est grâce à l'élan que donne le gouvernement. Et là, est-ce que c'est de sa faute s'il faut tout revoir à la baisse? Ils sont pas mauvais, les chiffres de la croissance. On misait sur du 2, on a du 1,6, oui. On a du 1,7. Il y a un ralentissement, mais quand vous regardez la moyenne des 10 dernières années, c'est 0,8. Donc c'est quand même mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est mieux. On se parle après, hein. Oui. Et voilà, il a rien dit, c'est un bon ministre. Ça y est, c'est un bon, il dit rien. Monsieur Gattaz, comment tu vas? Il va bien.
Vous me manquez, hein, parce que l'autre, quelle arrogance avec son physique de belâtre. Nous, au moins, on était sur le fond. Exactement. Rien d'autre à rajouter. Je suis content de vous revoir. On parle de l'évasion fiscale, monsieur le maire, ou on se revoit un autre jour? On peut parler d'évasion fiscale, hein. Totalement. C'est vrai? Bon, ça fait partie des bonnes nouvelles? Pas d'évasion fiscale, hein. On lutte contre et on sanctionne. Dur. De la sanction. Très bien. Déjà qu'on est détesté, maintenant on va aller... Non, pas d'évasion fiscale. Je suis désolé, pas d'évasion fiscale cette année. Bruno Le Maire a été très ferme. Vous faites gaffe, je vous ai à l'œil. Hein. Les PME, ça va, mais là, on a du gros bonnet. Ciao. Ah, c'est bien, hein? Merci. Oui, ouais, c'est long, en revanche. Hein. Long? Non, mais c'était bien. Hein. Je veux dire, ça aurait même pu être plus long, ça aurait été bien, mais oui. peut-être aussi moins long, ça aurait été mieux. Voilà, c'est tout. Ce serait bien. C'est dommage parce que j'aurais pu vous montrer la réaction de Nicolas Hulot lors de la passation de pouvoir. Ouais, en même temps, c'est pas compliqué de passer le pouvoir quand on n'en avait pas, hein? C'est bien fait. Est-ce qu'on peut voir Oui. Ce sera court, t'inquiète pas. Déjà qu'on ne parlait pas beaucoup de ce gouvernement, voilà que les people démissionnent à la rentrée. Coup dur, Flessel, Hulot. Sans doute en voulait-on plus à leur image qu'à leurs compétences. Hein. Ça permet de doubler la queue, cette affaire, c'est bien. Tu vois, les plateaux de lancement, c'est utile. Alors on se cache derrière l'eucalyptus, il faut bien que ça serve à quelque chose d'être écolo. Et hop! Monsieur Hulot! Je suis là dans tout ce qui reste de vert dans ce ministère. Et il est sérieux là, il est solennel. On sent la petite colère contenue, hein. Il va accueillir François de Rugy. Alors là, je ne vous dis même pas ce que j'en pense. Savoir que l'écologie repose sur ses épaules, tu vois. Dans le genre homme de paille, on fait pas mieux, hein. C'est bien hein, pour de Rugy, hein, se retrouver ministre de l'écologie quand on a fait que 63 000 voix à la primaire de gauche. Ça c'est du bon opportunisme. Hein. Objectivement, il se passe rien. Hein. Ça fait 1 heure qu'ils sont partis. Vous vous rendez compte, le pauvre. Ouais, ils se sont serrés la main, l'autre s'est mouché, ils sont allés parler, tout ça. Bravo. Merci. D'ailleurs, je suis en train de l'imiter, là. Bravo! Voilà, c'est ça le problème de ce pays. On applaudit les lâches, ceux qui quittent le pouvoir en pleine tempête. Monsieur de Rugy, les chasseurs vous félicitent pour votre nomination. Mais vous félicitent aussi pour votre départ, monsieur Hulot, vous inquiétez pas. Là, on sait qui on applaudit. Hein. Entre un chasseur et un écolo au ministère de l'écologie, au moins on est sûr qu'au ministère de l'écologie, ils ne se donnent pas les codes nucléaires. Bon, il quitte le gouvernement cordial et reconnaissant à Emmanuel Macron, mais en sous-texte, ça veut dire il est brillant, mais ça sonne creux. Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Voilà qui se prend pour Mitterrand maintenant. Sont tombés depuis. Ah, les pleurs, c'était important, moi. Franchement, si on les avait pas eus, j'aurais regretté d'être venu. Bravo. Quand on est homme, on n'ose pas pleurer trop. Lui, il a pas peur, tu vois. Quand on est reporter du dimanche, on peut donner son avis. Et là, je vous le dis, de Rugy, là, maintenant, ça va être chiant. Là. J'allais dire, vous pouvez zapper. Non, c'est nous, on va pas rester. Voilà, bravo, salut. Nicolas! Nicolas! Si vous respectez pas le protocole, venez m'embrasser. Je suis le seul journaliste qui va vous manquer, peut-être. Bisous, bisous. Bon, on se retrouve, hein. Voilà, c'est important. Ah ben au moins, tout a été abordé. Hein. On sent le malaise, hein. La retraite, l'écologie, la croissance. Dites, ce gouvernement-là, il est capable de devenir fou à tout instant. Hein. Ah bah c'est marrant ce que tu dis, parce que figure-toi, j'ai 2 copains, Arthur et Baptiste, qui font le même rêve, alors qu'ils dorment pas ensemble. Et là, ils ont fait un rêve qui ressemble vachement à ça. Si, on regarde. C'est le seul établissement de la sorte dans tout le pays, et même au monde. Nos patients sont les plus dangereux, les plus gravement atteints. Aucune autre institution ne les accepterait. Dites-moi la vérité. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Et après? Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Je vous demande pardon, madame, mais... Enfin, je vous suis pas du tout. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Je suis désolé. Ça va aller, j'en suis sûr. Tu m'as dit que je serais libéré de cet endroit. Tu me l'as promis.
Je trouverai le moyen d'arranger ça, tu m'entends? Toutes tes histoires, tout ton baratin à la con, je me retrouve ici par ta faute. Vous semblez tout à fait normal, je veux dire, comparé aux autres patients. Franchement, je ne sers à rien. Je découvre que la politique, c'est pas mon rayon. Moi, je sais faire de la télé, je sais faire de la radio, je sais faire défendre le patrimoine. Mais je suis pas fait pour la politique, visiblement. Le semestre qui s'ouvre ne sera pas ni plus tranquille, ni plus oisif que celui qui précède. Et je suis heureux que nous puissions mener ce travail ensemble avec l'ensemble du gouvernement. C'est normal qu'on devienne fou en politique. On démarre aimé de tous, on finit détesté de tous. Il n'y a pas qu'en politique. Ah bah non, il y a aussi en télé. Mais du coup, comment tu vas faire, toi, pour que les gens te détestent pas? Mes amis, je vais prendre pour la première fois la décision la plus importante de toute ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence ici signifie qu'on est à la hauteur sur cet enjeu-là. Du coup, plus de plateau, plus d'invités. Fini de jouer les animateurs de merde. Pourquoi tu n'as pas fait continuer ta carrière d'acteur plutôt que de faire des animateurs de merde? Et donc, on est 10 fois plus libre. Non mais qu'est-ce que tu entends par plus libre? Eh ben, on sort du cadre, on fait ce qu'on veut, plus d'hypocrisie. Je peux devenir totalement psychédélique si je veux, penser à ma reconversion comme Nicolas Hulot et devenir DJ transcendantal à Amiens. Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Demander au président qu'il nous donne un peu de vacances. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Si jamais un jour ça s'inverse, vous me mettez un grand coup de pied dans le derrière, d'accord? Tu crées ton île et tu l'évastes au maximum, quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Sera immense, sera énorme l'univers, quoi. Je sais pas si c'est très clair pour les gens, le concept de l'émission, là. C'est bien, hein, mais c'est pas très structuré. C'est un peu le bordel, quoi. Pourquoi on a dansé, là, déjà? Non, mais attends, David. S'il faut expliquer pourquoi on danse, on n'a plus envie de danser. Il faut faire les choses sans explication, et puis on verra bien. Voilà. Ouais, mais la structure, c'est important, quand même. Oui. Tiens, regarde mon magnéto à moi, par exemple. Bah, il y a de la musique, tout ça, mais c'est ultra structuré. Mais on devait pas le voir tout à l'heure, ton sujet? Non, on aurait bien fait de le regarder en début d'émission, ça aurait donné un peu de charpente. Hein. Ouais. Et c'est quoi ton premier thème? Alors, c'est quelque chose de minuscule, mais d'hyper important, parce que c'est vraiment ce qui a permis au capitalisme de fleurir sans entrave. C'est depuis quand ça existe, les codes barres. Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe, les codes barres? En gros, un code barre, ça fonctionne avec deux trucs. D'une part, des combinaisons de barres blanches et noires qui correspondent chacune à un chiffre, et d'autre part, un laser hyper compétent, capable de dire sans hésiter... Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Quand il a fini de regarder, le laser fait un son caractéristique, et il crache alors un nombre à 12 chiffres, qui correspond par exemple à du pain. Alors certains diront sans doute, c'est nul. Mais en fait, non. Les codes barres, c'est super. Pourquoi? Eh bien surtout parce que ça permet aux épiciers d'aller vachement plus vite. Bonjour madame. Et du coup, ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur Instagram. Mais alors, depuis quand ça existe les codes barres? Qui est la personne qui les a inventés? Eh bien pour le savoir, il faut aller à New York. New York, j'y étais déjà venu en 2005, à l'époque où j'avais de très mauvais cheveux. Je ne crois pas que je vais rester très longtemps dans cet endroit. Et franchement, en 13 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours l'hôtel nul dans lequel je dormais, sauf que maintenant il est chic. Il y a les écureuils de Central Park, gentils comme des pigeons. Et bien sûr, la fameuse statue, symbole de tous les possibles, et en hommage de laquelle j'ai improvisé cette année une petite danse de la liberté. Je suis libre. Je donne, je donne, je donne, je reçois. Je suis libre. Je donne, je donne, je donne, je reçois. Les États-Unis. Et puis à New York, dans une petite rue très jolie, il y a un immeuble en briques rouges avec une dame à l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Suzanne Woodland et je suis la fille de l'homme qui a inventé les codes barres. Ça vous va? Le père de Suzanne Woodland, c'est Joseph Woodland. Joseph est né en 1921 à Atlantic City, il fait des études d'ingénieur et un jour il entend dire qu'un grand patron de supermarché de la région cherche à gagner du temps pour classer ses produits. Joseph se dit « ça m'intéresse grave » et il se met au travail direct. Il se disait « j'ai besoin de trouver un code, une sorte de code. Et le seul code que je connais, c'est le morse. » Un jour, il est allé à la plage, il s'est assis
Et il a planté ses doigts dans le sable. Il a vu que ça ressemblait beaucoup à du morse. Mais ensuite, il a tiré la main vers lui et les marques sont devenues des barres verticales. Et là, il s'est dit, c'est bon. Joseph dépose un brevet en 1949, mais il faut 25 ans de recherche supplémentaires pour que son invention soit enfin opérationnelle. Et le 26 juin 1974, à 8 h du matin, le premier code-barre de l'histoire de l'humanité est scanné dans la petite ville de Troy, dans l'Ohio. Alors on est ici à Troy, dans l'Ohio, sur un parking, il y a un caddie tout seul, et juste derrière moi, il y a un supermarché dans lequel le premier code-barre de l'histoire a été scanné. Dedans, il y a même un diplôme qui dit que c'est bien ici que c'est arrivé, et aussi un caissier super sympa qui a accepté de rejouer cette scène historique avec moi. Voilà. Ça fera 1,29 $. Merci beaucoup. Depuis, Joseph Woodland a reçu une médaille super prestigieuse des mains de George Bush père. Joseph Woodland was honored in a Rose Garden ceremony at the White House. Et il est mort en 2012, à l'âge de 91 ans. Mais son invention, elle, vit encore. Chaque jour, 10 milliards de codes barres sont scannés dans le monde. C'est quoi ces applaudissements? C'est de la post-production. Ça sonne aussi faux qu'avec un chauffeur de salle, mais c'est bon pour l'ambiance et ça met en valeur ton depuis quand. Oui, parce qu'il le mérite. C'est gentil, ça. Oui, Ça me fait plaisir. c'est une belle rencontre, vous deux. Hein. Oui, il y a un truc qui est passé. Ouais, j'ai senti. Luna, ça vous a plu? Bah, j'ai presque envie d'en savoir plus, ouais. Oui, mais nous aussi. Vous revenez dimanche prochain. Non, dans 15 jours. Oui, la semaine prochaine, c'est la Formule 1. Ouais, ça, c'est plus structuré. Oui, ils ont une grille, hein. Ouais. De toute façon, nous, on est des reporters du dimanche, donc les habitudes, c'est pas... De toute façon, vous nous reverrez parce que on ne peut plus nous virer. On est déjà dehors. Vous venez? Au revoir. C'est laquelle la cam? C'est les deux. C'est celle-là? Tu choisis. Alors, on y va? Je vais aller toucher les gens, hein. C'est bon? Oui. En allant le plus profondément dans les villages improbables de Belgique. Tu vas aller le plus profondément. Donc on est 10 fois plus libre maintenant. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu entends par plus libre? Bah oui, qu'est-ce que j'entends par plus libre? C'est quoi la réponse?